Adolf Hitler a passé l'hiver et une partie du printemps 1940 dans son nid d'aigle bavarois du Berghof. Pour lui, l'offensive scandinave ne constitue qu'un hors-d'œuvre. Sa vraie guerre est claire, il doit la déchaîner contre la France et la Grande-Bretagne. Le général Erich von Manstein a dénoncé le manque d'originalité de la première tactique. Il ne veut ni rejouer le scénario de la Première Guerre mondiale, ni voir son pays s'éreinter dans une longue et meurtrière guerre des tranchées. Il propose donc à Hitler de concentrer les forces de l'offensive allemande sur l'articulation entre la fin de la ligne Maginot et le début de l'aile ouest du dispositif allié. C'est là, au cœur de la défense, que se trouve le point vulnérable. Normalement, les régiments de Panzer ne rencontreront qu'une faible résistance dans cette zone du sud-est de la Belgique. Les Alliés sont persuadés que les chars d'assaut ne peuvent pas traverser la forêt des Ardennes. La région est donc faiblement défendue. Le plan est simple. Pénétrer profondément dans le dispositif de défense franco-britannique, couper l'aile ouest de tout soutien en l'enveloppant, cerner la ligne Maginot plutôt que de prendre le risque de s'y enferrer. La tactique est très osée. Les chars d'assaut prennent le risque de s'embourber dans les Ardennes. Mais Hitler trouve le plan audacieux, il l'accepte. Les troupes allemandes sont donc redéployées au nez et à la barbe des Alliés. La véritable supériorité allemande est visible dans les airs. La Luftwaffe possède 2000 bombardiers contre seulement 800 pour les Alliés. Au même moment, la Luftwaffe attaque les bases aériennes belges et hollandaises. Les frontières sont franchies sans entrave. Et le groupe B de l'armée allemande, commandé par le général Fedor von Bock, s'enfonce au cœur des Pays-Bas et de la Belgique. Comme prévu, les troupes françaises et britanniques stationnées le long de la frontière sud de la Belgique font mouvement vers les bords de la Dyle et de la Meuse. Elles tombent dans le piège tendu par Hitler. Aucun stratège allié n'a remarqué le mouvement du groupe A de l'armée allemande. Plusieurs divisions blindées, après avoir balayé les forces belges, sont en train de foncer à travers les forêts et les collines des Ardennes, direction le sud. Au même moment, les Allemands crucifient les Pays-Bas. L'armée hollandaise n'avait aucune chance face à la machine de guerre nazie. Maîtres des cieux, les pilotes allemands soumettent le pays à un flot incessant de bombardements. Le 14 mai, les Allemands réclament la reddition du port de Rotterdam. Les Hollandais hésitent. Grosse erreur, des bombardiers viennent de décoller. Finalement, la ville se rend. Il est trop tard. Les appareils allemands larguent leurs bombes. Rotterdam est rayé de la carte. Le lendemain, la Hollande capitule. Français et Anglais sont restés accrochés à leur position sur la Dyle. Mais le commandant suprême allié, le général Gamelin, réalise enfin que ses troupes vont être encerclées. Il leur ordonne de revenir sur leurs pas. Les troupes appréhendent cette soudaine décision de repli. Que s'est-il passé dans leur dos? Quelles forces vont-ils affronter? Sur les routes, leur progression est considérablement ralentie par un flot incessant de réfugiés désemparés. Le Premier ministre français, Paul Reynaud, téléphone à son homologue britannique. Il lui résume la situation en ces termes. « Nous sommes vaincus. Nous avons perdu la bataille. » Le 22 mai, les panzers de Guderian s'élancent pour l'achever. Les troupes alliées se sont maintenant repliées sur Boulogne, Calais et Dunkerque. Elles y sont piégées.
Le 23 mai, le général Alan Brooke, commandant en chef du 2e corps d'armée anglais, déclare « Seul un miracle pourrait sauver les forces de notre corps expéditionnaire ». 2 jours plus tard, les Allemands entrent dans Boulogne. Désormais, même un miracle ne semble plus suffisant pour sauver la situation. Le 25 mai 1940, la position des forces alliées est désespérée. Le port de Boulogne est tombé. Les troupes allemandes isolent Calais. Les Britanniques se sont repliés sur le port de Dunkerque. L'arrière-garde française ne quitte ses positions autour de Dunkerque qu'après le départ du dernier bateau. Une poignée d'hommes pour en sauver des milliers d'autres. Un officier britannique comparera cette résistance désespérée à celle des Spartiates dans le défilé des Thermopyles. Cruelle défaite. Dans l'affaire, les Anglais ont perdu bien plus que leur armement. Le Royaume-Uni ne se remettra pas de sitôt de ce revers. La France doit continuer le combat, amputée de la moitié de son armée. Ce qu'il en reste doit affronter 92 divisions nazies et tout leur armement. À 4 heures du matin, le 5 juin 1940, un bref pilonnage d'artillerie sonne le glas des espérances françaises. Les troupes d'assaut franchissent la Somme et l'Aisne. La résistance française est acharnée et les Allemands sont à 2 doigts de perdre leur tête de pont. Mais une fois de plus, la Luftwaffe entre dans la danse. Elle écrase toute résistance. Les panzers suivent le mouvement et poussent l'offensive vers le sud. Le flot des prisonniers ne cesse de grossir. Le 9 juin, les blindés traversent la Seine et cette fois, l'infanterie est juste derrière eux. Une fois le fleuve franchi, les troupes allemandes se déversent dans tout le pays. Le 14 juin, un détachement défile sur les Champs-Élysées. La croix gammée flotte au sommet de la Tour Eiffel. Hitler visite une capitale soumise. Il réalise enfin le vœu que le Kaiser avait fait en 1914. Les Français observent, abasourdis. Après Dunkerque, Winston Churchill était venu 5 fois en France pour tenter de soutenir le moral des derniers combattants français. Le 16 juin, il propose même à Paul Reynaud une union avec le Royaume-Uni si la France s'engage à poursuivre la lutte. C'est déjà trop tard. Le jour même, le cabinet rejette cette proposition. Dans la soirée, le Premier ministre français démissionne. Le maréchal Philippe Pétain lui succède et demande immédiatement l'armistice. La lutte s'achève dans le désarroi. Avant d'accepter la reddition, les Allemands réduisent au silence la ligne Maginot, demeurée isolée sur le front de l'Est. Après une intense préparation d'artillerie et malgré des foyers de résistance sporadiques, les forts tombent aux mains des Allemands. Le 21 juin, Hitler arrive à Compiègne. Dans la forêt l'attend le wagon dans lequel a été signé l'armistice de 1918, un lieu symbolique. Lorsque la délégation française se présente, Hitler lui soumet ses conditions et l'abandonne. Les représentants français doivent consulter leur gouvernement. Mais le lendemain, ils apprennent que les panzers vont se remettre en ordre de bataille. Ils n'ont donc pas le choix. Ils signent. L'humiliation de la France est totale. Hitler s'est rendu maître de l'Europe de l'Ouest.
Il est d'ailleurs persuadé que les Britanniques ne vont pas tarder à demander la paix. Il pourra bientôt passer à l'autre étape de son plan de domination. La Blitzkrieg, la guerre éclair, lui a permis de remporter une étourdissante victoire. Mais il n'a pas encore gagné cette guerre. De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni, certes meurtri, n'a pas l'intention de se rendre.